Bon, salut à tous, vous avez vu la miniature et malheureusement vous avez entendu ma voix aussi. Mais je suis ici à Marseille parce que j'ai été invité avec une mission, essayer de découvrir des lieux abandonnés ici aux alentours de Marseille et en même temps je profite pour voir un match. C'est absolument extraordinaire, c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie, c'est complètement fou, c'est des malades ici. Mais voilà, je vais pas parler trop longtemps, vous entendez, de toute façon je peux pas parler. Donc est-ce que j'ai réussi ma mission pour montrer des lieux abandonnés? Vous allez le voir à travers cette vidéo. Et ciao. Bon, vous avez entendu ma voix sur la vidéo, donc il faut que je vous explique. J'ai été invité par Peuple Bleu et Blanc de l'Olympique de Marseille à aller voir un match au Stade Vélodrome et donc je les remercie vraiment du fond du cœur. Eh oui, merci les gâtés, merci, tu es une tigre, tu es le son toi, je t'adore. En plus de cette invitation, ils m'ont donné une mission, vous faire découvrir le plus d'endroits abandonnés autour de Marseille. Et donc, vous commencez à me connaître. Je suis parti en tente parce que je voulais faire une vidéo un peu dynamique, montrer comment ça se passe, faire un petit peu vlog et tout. Mais je suis tombé malade. Très malade. Oh, en même temps, les nuits sous la tente avec 0 degré. Tu t'attendais à quoi? Tu es complètement fada. Eh oui, malade lui. Et donc malheureusement ça explique pourquoi la vidéo est moins complète que d'habitude puisque au bout de 48 heures, aucun son ne provenait de ma gorge si ce n'est... Mais je me suis dit il faut quand même que je vous montre la vidéo, ce qu'on a découvert parce qu'il y a je pense des lieux qui vont vraiment vous intéresser. Et puis pour finir, merci encore une fois aux gâtés de Peuple Bleu et Blanc. Vraiment si vous avez la chance d'aller voir une fois dans votre vie un match au Stade Vélodrome, même si vous n'êtes pas fan de foot du tout, allez-y. Parce que les gens là-bas sont fadas. Je me suis retrouvé en t-shirt à serrer dans mes bras, un mec que je connaissais pas sous la pluie. Bref, quelle expérience quoi. C'est quoi ça dans mon verre que tu m'as servi là? Oh par contre, tu parles mieux du pastaga, c'est clair? J'adore, c'est super. Allez, bonne vidéo à vous. Au premier arrêt de cette journée, on a au bout de cette allée un bâtiment qui fait penser à une chapelle. Il est très tôt, ce matin il est 5 degrés, on a dormi dans un champ juste à côté pour y être le plus tôt possible parce qu'à côté il y a une entreprise agricole. Donc on va voir ce que ça donne. Et effectivement, j'avais bel et bien raison. L'endroit était une ancienne chapelle, à laquelle était rattachée une petite maison. Malheureusement, à peine rentré à l'intérieur, je me suis rendu compte que le lieu avait été complètement vidé, et malheureusement peu intéressant visuellement pour en tirer des photos. J'ai donc décidé de continuer ma route vers un autre endroit, cette fois-ci bien plus imposant. Waouh! Voilà sur quoi on tombe quand on arrive d'abord. Magnifique architecture. Et puis ensuite, autour tout de suite, notre regard se pose sur les tailles, malheureusement, qui ne rendent pas du tout hommage au lieu qui devait être vraiment splendide à l'époque. Et juste à droite, on a l'ancien salon avec une cheminée qui était énorme. Vraiment qui montre sans doute l'importance du lieu et je pense qu'on voit ici des traces d'incendie. Je pense que ça a brûlé en partie, sans doute à cause des personnes mal intentionnées malheureusement. On voit qu'il y avait des tapisseries qui recouvraient toute la pièce. Ça devait être splendide à l'époque. Oh. Sympa là aussi avec ce vieux lit et toujours cette magnifique cheminée en pierre. Il devait sans doute avoir peut-être même un blason, un emblème au-dessus on dirait. Et malheureusement, on ne pourra pas continuer plus haut. Tout est effondré, bien trop dangereux. Sans doute même peut-être à cause de l'incendie dont on a vu les traces.
Bon, je suis quand même content parce que malgré les tags, je pense que j'ai des photos de cette entrée qui sont vraiment très sympas. Puis là, je vais sortir le drone pour faire quelques plans. Je pense que ça va être vraiment cool avec la lumière du matin. Je n'ai malheureusement pu trouver aucune information sur cet endroit. Aucun document ni aucun élément ne permet d'identifier qui a fait construire ces bâtiments. Et c'est bien dommage, car nous sommes face à une villa rurale traditionnelle du sud de la France, avec ses pierres taillées et ses encadrements de fenêtres, et qui devait avoir une certaine importance étant donné sa taille et ses éléments architecturaux. Elle n'est recensée nulle part, et au vu des tags et de son état actuel, il est très probable qu'elle s'effondre complètement dans quelques années à peine. Et je me suis heurté également à un manque d'informations en ce qui concerne cet immense bâtiment, même s'il s'agit très vraisemblablement d'un ancien sanatorium. Les alentours étant une zone militaire, je n'ai par contre pas pu m'en approcher plus que cela, contrairement au prochain lieu. Bon, et bien malheureusement, après la villa trouvée ce matin, qui était vraiment une belle surprise, on a enchaîné les déceptions avec notamment un lieu de l'armée, mais qui était encore avec des barbelés autour, etc. Et donc on n'a pas préféré y entrer, j'ai juste fait des vidéos en drone. Voilà. Et ensuite on a fait également des endroits où c'était fermé, c'était pas intéressant, c'était pas beau, etc. Et enfin on vient de trouver un endroit vraiment très intéressant, très typique. C'est parfait parce que moi, mon but c'était de me présenter également des lieux très différents. Et celui-là, il est pour le coup, on est sur un mât provençal très typique. Et en plus, qui a une particularité historique puisque c'est un endroit où il y a eu des maquisards qui ont donc résisté pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale. Très intéressant du coup, architecturalement et historiquement. Et du coup j'en ai profité pour me changer parce que je pense que c'est clairement le premier lieu où je vais faire les photos avec un maillot. Et là en plus on a une belle lumière, c'est vraiment sympa. Forcément j'aime bien ce genre d'endroit, ça me fait penser au village abandonné que je visite en Espagne. Il y a vraiment une atmosphère particulière, même la végétation, les paysages, ça fait penser à l'Espagne. Voilà, on a ici magnifique petite entrée. Et puis une plaque qui rappelle la lutte des maquisards. Et puis ensuite on arrive à l'intérieur, vous le voyez, vous vous en doutiez, c'est vide. Mais c'est un lieu qui a une âme parce que, encore une fois, architecturalement et historiquement, il raconte quelque chose et qui en plus ici pour le coup ne doit vraiment pas être oublié. Cette maison perdue dans les collines provençales est en fait un véritable morceau de notre patrimoine parce que déjà au XVIe siècle, c'était un bâtiment agricole très important. Hein. Il faut s'imaginer des voûtes, des entrepôts qui sont remplis de marchandises et puis tout autour de nombreuses petites maisons qui ont aujourd'hui complètement disparu. Le bâtiment fut abandonné une première fois, puis il fut réutilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par le maquis de Sainte-Anne. En effet, c'est le seul bâtiment à des kilomètres à la ronde, il est complètement isolé et donc il a été choisi par les maquisards pour y stocker entre autres des armes et des munitions. Le 6 juin 1944, les maquisards reçoivent un message codé qui leur indique que le plan rouge doit être lancé. En gros, ils doivent organiser une guérilla soudaine et brutale pour mieux permettre le débarquement. Plus de 400 hommes se rassemblent donc, s'organisent et vident la maison de ses armes et de ses munitions. Mais malheureusement, parmi eux, il y avait un traître, un certain dénommé Eric, qui, contre de l'argent, va fournir des informations à un sous-officier SS du nom de Ernst Duncker. Et donc malheureusement, à peine la guérilla a-t-elle commencé que les Allemands vont entamer une terrible répression, une véritable chasse à l'homme qui va durer en fait jusqu'à la libération, pendant laquelle 134 personnes vont la plupart du temps se faire torturer puis fusiller par Duncker et ses hommes. Mais au final, l'histoire ne se termine pas très bien non plus pour le traître Eric et Duncker, puisque le premier va se faire abattre par le deuxième, parce qu'il en avait tout simplement marre qu'il lui demande tout le temps de l'argent. Et puis Duncker, quant à lui, va se faire arrêter en 1945, il va se faire emprisonner à Marseille,
torturé et puis il va se faire exécuter 3 ans plus tard. Aujourd'hui, on peut apercevoir une plaque commémorative qui a été installée, sans doute il y a de très nombreuses années, mais malheureusement le lieu est laissé complètement à l'abandon et d'ailleurs il n'y a aucun panneau qui l'indique, il n'y a pas de chemin qui conduit et il est très probable malheureusement, comme les villages abandonnés que je visite en Espagne, eh bien, que le lieu dans quelques années finisse par tomber complètement en ruine et au final soit complètement oublié. Après cette découverte, je suis de nouveau parti à la recherche de lieux abandonnés. Malheureusement, après une journée sur la route, je n'ai rien trouvé de vraiment intéressant. Des maisons squattées, des fermes vides, bref, rien de fou. Si ce n'est ce camion toupie, datant tout de même des années 50. Une trouvaille vraiment insolite que j'ai adorée et que j'ai donc choisi comme lieu pour faire d'autres photos. Et puis j'ai encore roulé, plus loin que prévu, car il y avait un endroit, unique en son genre, et que je voulais absolument vous montrer. Ouais, bien ça y est, ce sera sans doute déjà peut-être le dernier arrêt de cette expédition, parce que malheureusement demain il annonce de la pluie. Tout ce que j'avais prévu ensuite de voir, c'était des sites un petit peu à l'extérieur. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de gravir une colline. Pourquoi? Parce que tout en haut, il y a un lieu vraiment unique en son genre, une reproduction d'un temple antique, plutôt les ruines d'une reproduction, parce qu'il reste que l'entrée du temple. C'est vraiment un lieu magique et historiquement très intéressant. Et on va essayer de la voir avec la lumière du coucher de soleil. Ça peut être vraiment sympa, notamment peut-être en drone. Alors regardez, on aperçoit le temple ici, tout ce qu'il en reste, tout là-haut. Il faut qu'on fasse encore un bout de chemin à pied. Hein. Ça y est, c'est là que ça va commencer à être drôle, parce que le chemin s'arrête complètement. Et là, il va falloir, je pense, essayer de se frayer un chemin à travers la végétation et les rochers. Et forcément, c'est abandonné, donc il n'y a pas de chemin qui y va, quoi. Allez, c'est parti. Oh, la vue. Regardez ça. Ah, c'est incroyable quand même. Faut l'avouer, surtout avec la lumière, là, le soleil couchant, c'est fou. Faut se dépêcher avant qu'il se couche, par contre. Le chemin devient de plus en plus petit, à flanc de falaise. Ah, c'est même pas un chemin d'ailleurs, là on se ferait le chemin, on se le fait. Allez, ça, il y a à peine l'espace pour passer. Je pense qu'on se dirige dans la bonne direction. Ça y est, enfin, je vois un mur, donc ça doit être ça forcément. C'est obligatoire. Ouais, il y a une alcôve ici, donc clairement un temple. Oh, regardez ça. C'est fou, c'est incroyable. C'est extraordinaire, vraiment. Avec cette vue-là et ces deux statues immenses, on dirait vraiment qu'on est soit dans un Indiana Jones, soit plus récemment dans un Uncharted. C'est fou, on dirait vraiment qu'on vient de découvrir un endroit archéologique hyper important. Et malheureusement, on est arrivé un peu trop tard, parce que vous voyez, c'est déjà tout dans l'ombre. Donc dommage, mais bon. Je suis vraiment content d'avoir trouvé le lieu, d'y être arrivé. Mais par contre, vraiment très triste qu'un endroit comme ça soit pas mieux conservé, parce que ça n'existe quasiment nulle part ailleurs, quoi. C'est fou. Si ce temple est si particulier, ce n'est pas pour rien. Il fut construit au début des années 1900 par un passionné d'archéologie qui s'inspire très fortement du trésor de Sifnos. Il transforme le lieu en un petit musée, ouvert à la visite, où il expose des objets archéologiques qui auraient, selon lui, été découverts dans les alentours, et ce jusqu'en 1960. Le temple fut ensuite délaissé après la mort de son créateur, puis abandonné complètement, au point qu'il est aujourd'hui interdit d'accès à cause des risques d'effondrement. Face à de tels monuments, la même question revient sans cesse à presque chacune de mes explorations. Pourquoi rien n'est fait pour au moins sauver ce qu'il reste de ces vestiges du passé ?